Trump renonce à frapper l'Iran ce mardi. Et alors, qu'est-ce que l'Amérique peut encore faire de plus? Rien. En revanche, la guerre menée par Trump contre l'Iran a déjà des conséquences bien réelles pour les Américains. Aux États-Unis, les prix du carburant et de nombreux produits explosent. Par exemple, à Windsor, dans le Connecticut, le gallon d'essence tourne autour de 5 $. Il a même atteint 6 $ dans certaines régions. Le diesel augmente aussi fortement, frappant de plein fouet les agriculteurs et le secteur du transport. Même l'alimentation est touchée aux États-Unis. Certains produits, notamment les légumes frais, ont augmenté d'environ 11% par rapport à l'année dernière. Ici, on commence à parler des conséquences économiques pour l'Europe, mesdames et messieurs. Cette vidéo pourrait durer plus de 10 minutes. Donald Trump en est déjà réduit à attaquer les médias américains. Il s'en prend au New York Times, au Wall Street Journal et à CNN, les accusant de diffuser de fausses informations simplement parce qu'ils rappellent une réalité qui s'est confirmée avec le temps. Trump n'arrive ni à vaincre l'Iran, ni à le faire plier, ni à lui imposer un accord contraire à ses intérêts. Il attaque les démocrates, affirmant qu'ils deviennent complètement fous. Il attaque toute personne qui ne pense pas qu'une victoire américaine est possible en Iran. Il réagit comme ces trolls sur les réseaux qui ne connaissent même pas ce que signifie une guerre asymétrique et qui se limitent qu'à parler que d'armes nucléaires de première puissance mondiale. Mais après près de 80 jours, aucun résultat concret, aucun objectif atteint. Il n'arrive même toujours pas à rouvrir le détroit d'Ormuz. Dans le Golfe, aucun pays ne veut d'une guerre ouverte contre l'Iran, ni prêter ses infrastructures pour servir de base à des frappes américaines. Par contre, l'Iran annonce être prêt contre toute future agression. Au final, toutes les sorties de Trump ressemblent davantage à de la gesticulation. Et cette intervention en Iran, c'est une erreur qui se solde par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. D'une autre. Là, tout s'est mis en place pour que je pense que Trump soit tenu en échec quand même. Peut-être là que je serai un petit peu plus dur vis-à-vis de Trump, tenu en échec par le pouvoir iranien. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de cartes dans leurs mains que Trump. Trump, qu'est-ce qu'il a? Il peut employer plus de force. Il peut lever le blocus, mais à ce moment-là, c'est un gars précieux pour les Iraniens. Mais il ne peut pas défendre les pays du Golfe plus que ça n'a été fait. Il ne peut pas réduire visiblement le stock de missiles balistiques, la dissuasion conventionnelle des Iraniens. C'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à 150 $. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre. C'est l'inflation alimentaire. Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut savoir. Mais pardon, justement. Ça fait 60 jours de guerre. Allez demander à ceux qui vous vendaient le 28 février une victoire rapide des États-Unis contre l'Iran. Pourquoi après 60 jours, le conflit continue encore? Pendant ce temps, les agriculteurs du monde entier font face à une deuxième flambée des prix des engrais. La guerre avec l'Iran menace les approvisionnements mondiaux en riz. La hausse des prix des carburants, essence, diesel, kérosène partout dans le monde, y compris en Europe et en France, est bien réelle. Les perturbations dans le transport aérien aussi sont réelles, avec des billets d'avion en forte augmentation. Et la liste des conséquences peut encore continuer. Mesdames et messieurs, nous attendons toujours que Trump annonce la reprise des frappes contre l'Iran. Mais je pose encore la même question ici. Qu'est-ce que Trump peut faire qu'il n'a pas déjà tenté depuis le 28 février? À plusieurs reprises, il a annoncé des frappes les plus destructrices jamais vues, pour qu'à peine quelques minutes plus tard, l'Iran réponde encore avec des drones et des missiles. Un pays sous sanction depuis 40 ans. Trump va détruire les infrastructures iraniennes, ok. Bombarder les gazoducs et les champs gaziers, ok. Mais cela ne suffirait pas à plonger totalement le pays dans l'obscurité, ni à le faire plier. Les États-Unis ne peuvent pas maintenir une campagne de bombardement assez longue pour soumettre l'Iran. Ce n'est pas possible. Ils s'affaibliraient face à la Chine, déjà que c'est le cas. La riposte malienne qui attend les groupes terreau ne sera pas belle à voir. La Russie vient d'annoncer que ses opérations au Mali vont se poursuivre.
Le ministère russe de la Défense affirme que plusieurs systèmes de surveillance ont permis de détecter de nouveaux regroupements terreau et que les opérations visant à détruire les camps ennemis continuent, contrairement aux trolls qui répètent que les Russes auraient fui le Mali et abandonné les Maliens. Mais la Russie est un partenaire, pas un tuteur comme la France. Et il ne faut surtout pas confondre un retrait tactique avec une fuite. À Kidal, les Russes en infériorité numérique faisaient face à une coalition terreau nombreuse et connaissant le terrain. Dans certaines situations, continuer le combat sans garantie de victoire immédiate serait une erreur stratégique. Beaucoup oublient que les Russes ont déjà appliqué ce type de repli tactique dans d'autres théâtres d'opération. Mais les trolls ne s'informent pas. Ils jubilent parce que ce sont des terreaux numériques. Vous avez éliminé Sadio Camara, mais vous n'avez fait que renforcer l'attachement des Maliens envers leurs dirigeants. C'est ça la vérité. Et cette lutte risque désormais de changer de visage. Beaucoup oublient aussi que le Mali fait partie d'une alliance militaire. Certains célèbrent trop vite, critiquent trop vite, jettent l'éponge trop vite, craquent trop vite sur les réseaux au point de révéler leur véritable visage, leur véritable camp. Au moins, le Mali combat et refuse de négocier avec les terreaux, pendant que certains ont préféré signer des pactes pour éviter les attaques. Sous Assimi Goïta, le Mali choisit l'affrontement direct. Nous connaissons dans la région qui sont les vrais soutiens des terreaux, et je dis que la suite risque d'être amère pour ceux qui pensent déjà avoir gagné. Force au Fama, force à l'AES. Où est passé le général Assimi Goïta? Mais pourquoi les médias occidentaux et leurs trolls s'acharnent-ils autant à le chercher? Pourquoi son silence déclenche-t-il autant de spéculations? N'était-ce pas justement cette opération terreau qui devait l'éliminer et mettre fin à la transition? Mais vous avez échoué. Vous appliquez contre Assimi les mêmes méthodes que celles utilisées contre le nouveau guide suprême d'Iran ou contre Poutine au début de son opération spéciale. Vous semez le doute, amplifiez les rumeurs, vous cherchez à déstabiliser moralement les Maliens, créer la confusion au sein du Mali et de l'AES, faire croire à une absence de soutien du Burkina ou du Niger sans aucune preuve. Vous construisez un scénario où les Russes fuiraient le Mali simplement parce que la presse française et les groupes terreau l'affirment en publiant des vidéos sans même prêter attention aux sources russes ou maliennes. On en arrive à une situation où certains Africains et médias accordent plus de crédibilité aux groupes terreau qu'aux autres parties impliquées. Assimi Goïta n'a pas besoin de se montrer. Son pays est en guerre. Sa priorité est de coordonner la riposte, travailler avec ses alliés. Pourquoi devrait-il apparaître publiquement en pleine menace? Pour assurer qui? Les Maliens? Ceux qui sont engagés dans la lutte savent qu'il est à l'œuvre et se porte bien, c'est le plus important. Vous vouliez l'éliminer. Vous pensiez mettre fin à la transition. Mais sachez que tant qu'Assimi Goïta est là, tant que le peuple le soutient, tant que l'AES existe, rien ne sera garanti pour vous. Mes frères maliens, les vrais, pas ceux qui jouent les intellectuels du net en critiquant la transition, il n'y a aucune honte pour le Mali attaqué par des terreaux soutenus par une coalition de pays. Il n'y a aucune honte. La guerre suit son cours et elle réserve encore des surprises. Le Mali d'aujourd'hui ne négociera pas avec ces groupes terreau qu'on fait passer pour des rebelles. À ceux qui doutent ou jouent les analystes de façade sur le net pour gratter ou pour avoir une maigre audience, la guerre n'est pas faite pour les faibles. Seuls ceux qui tiennent, encaissent et se relèvent écrivent la suite, écrivent l'histoire. Les lâches quittent le navire. Sur ce, force aux Fama et mon soutien reste total. Les Russes et les Fama mènent actuellement de violentes frappes aériennes contre les groupes terreau à Kidal. Information confirmée par Africa Corps. Depuis hier, plusieurs positions ont été sévèrement touchées dans différentes localités par la coalition russo-malienne. La riposte est en cours et, comme je vous l'avais déjà annoncé, elle sera extrêmement dure, violente, brutale et impitoyable contre ces groupes terreau que certains ressortissants de pays voisins au Mali tentent de présenter comme de simples rebelles afin de masquer leur soutien et leur sponsoring. Ces groupes ne tiendront pas Kidal. Ils ne pourront s'installer durablement nulle part. Ils seront traqués sans relâche, puis neutralisés. Vous avez certainement remarqué que dans une partie de la presse française, ainsi que dans les médias de certains pays voisins, les messages relayés proviennent presque exclusivement des groupes terreau. Ils annoncent prétendument un siège militaire de Bamako, alors que ces terreaux peinent déjà à survivre face aux frappes aériennes et à contrôler les villes environnantes. Leur véritable rêve est de voir le nord du Mali tomber sous contrôle terreau. Ils veulent une partition du Mali parce qu'ils s'identifient à ces terreaux qu'ils hébergent et financent. Mais le Mali vaincra.